Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Média Pro, l'émission qui parle justement des médias et de la télévision. Ce soir, nous allons revenir un petit peu à l'audiovisuel après avoir un petit peu décrypté les GAFA la semaine passée. Ce soir, nous allons revenir un petit peu à la télévision et surtout au rôle des feuilletons dans le monde arabe. Quel est justement l'avenir ou exactement la réalité audiovisuelle du feuilleton arabe en 2022. Pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir mes deux compères, Faisal Matawi du site Algérie, 24 heures Algérie et exactement Ereda Harirash, notre consultant spécialiste de la gestion des conflits. Alors avant de commencer le débat, je voudrais vous montrer une bande-annonce sur un film produit par Netflix, mais surtout c'est un film arabe puisqu'il est coproduit entre l'Égypte, le Liban et l'Arabie Saoudite et qui a fait fureur cette semaine depuis le 20 janvier. Et ça s'appelle Perfect Stranger. C'est une adaptation d'un film français et italien et qui a été adapté à l'audiovisuel arabe et qui s'appelle aujourd'hui Ashab wal Aaz. On regarde cette bande-annonce et on entame le débat. الله يستر هالمون شو مخبي لنا. طيب يلا خلونا ناخذ هالصورة. يلا 1 2 تشيز. في انت مزودها بصراحة يعني بتقول لك الاكس بتاعها انه هيدا المصيبة كل حياتنا فيه. حتشرط ولا كوب بيضلوا مع بعضهم اذا بفتشوا بتليفونات بعض. تعالوا نلعب لعبة كلنا سوا. لعبة شو؟ ماشي هيني بنحط تليفوناتنا كلنا على الطاولة وشو ما بيجي تليفونات مساجات ايميل بنشوفهم وبنسمعهم كلنا. يا صايعة يا صايعة يا صايعة اصفر وجهه. خلاص هتلعبوا يعني. الو مين معي؟ الو بدي اياك هلا الله بيرنه. لا يلا رد. اعطيني التليفون. شو صاير؟ مصيبة دخلت ظهرها الساعة 10 هتجيلي صور. ربيع مش طالبة نداء لربيع. فضحتك؟ هول التليفونات هول خسروا لنا حياتنا، هول دمروا لنا حياتنا ونحن اللي قبلانين. صيلي هنا بصالك ومش عارفة انت مين. يا ريت في شي كنا على القليلة بنتسلى. Alors, messieurs, vous avez vu, je pense, cette bande-annonce, vous avez vu ce film. Vous allez poser la question, pourquoi avoir choisi de diffuser cette bande-annonce et parler ensuite du feuilleton arabe? Oui, Ashab wal Aaz est un film il est sorti sur Netflix le 20 janvier 2022, pratiquement le premier film arabe qui sort en ce début d'année. Ashab wal Aaz, en fait, c'est une adaptation d'un film que nous avons déjà vu au Festival du Caire. C'était le film de Paolo Genovese, c'est un film italien qui s'appelle Perfect Stranger, c'est une traduction de l'italien. Qui a été adapté en français aussi. Oui, le titre, le jeu. Et le principe est très simple. Cette amie se retrouve d'un certain âge, se retrouve dans une maison un soir, autour d'un dîner, et à un moment donné, il décide de se livrer à un jeu, c'est de poser le téléphone portable sur table, et laisser en haut-parleur. Lorsqu'il y a des messages, les messages sont lus, ou les emails, ou des appels en haut-parleur. Et au début, le jeu paraît simple, paraît amusant, mais au fur et à mesure, on va découvrir des scandales, on va découvrir des secrets de famille, on va découvrir beaucoup de choses qui sont cachées, des maris qui cachent des choses à leurs épouses, des épouses qui cachent aussi des choses à leurs maris. Et donc, ça vire vraiment... Ça vire au drame. Au drame. C'est une adaptation assez bonne du sujet italien parce que ça a été écrit par Paolo Bologna qui est un très bon scénariste italien. Et le film, je sais qu'au Caire, il a reçu un prix, il a reçu des prix en Italie. Le film italien, je parle là, parce que le sujet est effectivement important. Quelle est l'importance du téléphone dans la vie des gens? Ce téléphone cache des secrets, cache des photos, cache des choses qui, si ils sont découverts par d'autres personnes, risquent de créer des problèmes. Et au sein de la famille, c'est encore plus compliqué. C'est une production effectivement égypto-libano-émirati.
C'est Saoudienne. non, c'est Émirats, je pense. Ça. Ils ont dit saoudienne. Enfin, Et c'est réalisé par Wissam Smaïra. un Libanais. Wissam Smaïra n'est pas. Nadim Labaki, la réalisatrice, a joué un rôle. Excellente de Labaki dans ce film. Excellente, comme, oui. comme Monazeki, qui est la comédienne égyptienne. Et Wissam Smaïra, c'est son premier long métrage. Il est habitué à des clips. Des clips de Mariam Fares et notamment de Mashrou' Leila, qui est un groupe libanais qui fait dans le jazz oriental. Et il a réalisé, je pense, un seul short, un seul court-métrage. Je pense que sur le plan cinématographique, le film se tient. Il se tient, d'autant plus que c'est un film qui est bâti sur les dialogues. Et c'est une interaction permanente, puisque les protagonistes sont assis autour d'une table, et les discussions sont animées, et le drame monte au fur et à mesure. Et en extérieur, ça c'est une des traits philosophiques, il y a une éclipse lunaire. C'est un peu les éclipses, des relations, etc. Évidemment, le film a fait scandale, visiblement, dans le monde arabe. Parce que pour son contenu. C'est pour le contenu, puisqu'il s'est assez osé. Pour certaines scènes, pour certains discours, pour certains dialogues. Surtout le dialogue, ils disent. Parce que ça évoque la... Ça a été interdit au moins de 16 ans pour son langage grossier. Le langage n'est pas grossier. À mon avis, ça dépend de la perception qu'on fait, parce que le monde arabe voit déjà des films américains. Tout à fait. Le cinéma aux Émirats arabes unis, au Beyrouth, au Caire, etc. Et le langage dans les films américains, laissez-moi dire que ce n'est pas des langages littéraires. Ça fait scandale parce que ça évoque des aspects sexuels, de la vie sexuelle des gens. On ne va pas rentrer dans les détails pour ne pas spoiler le film, les gens vont le voir. Et apparemment, ça a choqué dans certains aspects. Il n'y a pas du tout de politique dans ce film, c'est surtout les relations sociales, les relations familiales, les relations entre époux. Un avocat a saisi justement le ministère de la Culture pour justement censurer ce film sur Netflix. Comment ils peuvent censurer justement un film sur Netflix? Je pense pas que c'est ça le hic. C'est pourquoi j'ai choisi de parler de ce film, parce que il y a tout un débat là-dessus. Il y a des vidéos qui ont été postées par des influenceurs égyptiens et s'attaquant au film, même au Liban d'ailleurs. Et puis ça intervient en même temps en plein Coupe d'Afrique. C'est-à-dire qu'ils peuvent voir Perfect Strangers, mais ils ne peuvent pas voir le match de l'équipe égyptienne. Et ça a fait tout un scandale sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, pour l'anecdote, la télévision algérienne a diffusé le match Côte d'Ivoire-Égypte. Ça a fait tellement de buzz sur les réseaux sociaux. Il y a même une vidéo où on montre une mosquée totalement désertée Flaïcha, parce que pour voir le match. Oui, parce que le football, il a aussi son importance dans la région arabe. Et puis, il y a eu un commentaire sur Twitter qui disait, voilà, on se bat pour montrer un Perfect Strangers, mais on n'achète pas les droits d'un match de football. Donc c'est ça un petit peu le contraste entre la guerre entre le sport et le divertissement. Sauf que Netflix, c'est un abonnement que les gens achètent. Vous n'êtes pas obligé de voir. Le film n'est pas passé sur les petits écrans. Je ne sais pas s'il va être diffusé, parce que je pense que c'est un produit original Netflix dans les salles, mais on a bien vu le film italien au Caire, le film Perfect Strangers, qui raconte pratiquement la même histoire. La même histoire. Mais quand c'est italien, ça passe. Mais quand c'est dans les pays arabes qui le font, ça passe pas. Il y a une certaine hypocrisie. Voilà, exactement. Je voudrais poser la question, parce que tu n'es pas un spécialiste du cinéma, et surtout tu es un spécialiste de la géopolitique. Alors, ce film raconte un couple, deux couples, deux Libanais, deux Égyptiens, dans une soirée bien arrosée, etc. Un petit peu, est-ce qu'on veut décortiquer ou dévoiler la société arabe à travers ce film? Et n'oublions pas que l'intention vient d'une plateforme américaine qui est Netflix. Oui, il y a une tentative de Netflix de vouloir un peu dépeindre la société arabe moderne comme elle est, mais la manière avec laquelle ils l'ont fait, ça a été mal jugé dans les réseaux sociaux, qui considèrent qu'il y a une tentative de la part d'un acteur extra-arabe à vouloir en quelque sorte imposer des normes sociales qui sont étrangères à la région du monde arabe. Or, Netflix, ils disent, les questions qui concernent la société arabe sont également valables pour le reste du monde, c'est-à-dire qu'ils ne font que dépeindre les interactions
entre les êtres humains et qui ne sont pas allés finalement nécessairement, qui ne sont pas à la recherche du buzz. Et c'est toute la question justement parce que qui taraude ces sociétés-là, aussi bien au Moyen-Orient qu'au Maghreb, quelles sont les limites de l'ouverture qu'on peut faire, de l'ouverture culturelle vers certains produits que ces pays-là importent en provenant du monde occidental. Donc, ce qui est accepté par les uns ne l'est pas par les autres, parce qu'il y a des sondages qui ont été faits dans les rues, aussi bien en Égypte qu'en Jordanie, et qui montrent que, bon, il y a une nette majorité qui considère qu'il faut faire attention à certaines scènes, notamment lorsqu'on est en famille, mais on voit également qu'il y a des jeunes trentenaires universitaires qui considèrent que tout ne peut pas être censuré, notamment en ce qui concerne la vie privée des gens avec leur portable, parce que c'est quelque chose qui touche toutes les familles. Et en fait, le film, pour nos amis téléspectateurs, ne montre aucune scène osée. Exactement. Tout est dans dans la le discours, dans la voilà. réflexion. Bon, ça évoque l'adultère, ça évoque l'infidélité, ça évoque l'homosexualité, ça évoque une certaine liberté sexuelle. Et je pense que c'est ce qui est un peu choqué. Bien que ces sujets sont déjà dans le cinéma égyptien, sont déjà dans le cinéma libanais, sont déjà dans les feuilletons égyptiens, et depuis des années. Depuis longtemps, oui. L'infidélité est traitée dans le cinéma égyptien et arabe depuis très longtemps. Donc, qu'est-ce qui a choqué? Probablement le fait qu'on évoque un peu la liberté justement, sexuelle. C'est un thème encore tabou dans la région. Je pense que ce qui a choqué, c'est beaucoup plus le fait que ça soit une production Netflix. Oui. Ça aurait été une production locale, ça aurait été une production éventuellement arabe, ça aurait été moins choquant. Mais pourquoi Netflix s'intéresse aujourd'hui à la société arabe et en dévoilant certains paramètres qui, même puisque c'est un remake d'un film italien, correspondent parfaitement à une société occidentale. Oui, parce que le cinéma, vous le connaissez très bien, Salim, il pousse un peu les lignes un peu plus loin, parce que ça évoque aussi certaines hypocrisies sociales, ça évoque ce qui n'est pas dit, les choses qui ne sont pas évoquées dans la société sont abordées par le cinéma. Et Netflix, dans les films, dans la palette de films, il y a beaucoup de films arabes sur Netflix. Hein, oui, tout à fait. Y compris tous les films de Sigrid Shahin, par exemple, ils sont sur Netflix. Donc Netflix diffuse des films Ils ont acheté les droits de 53 films, je crois, ou 54 films arabes. Oui, dans la série des films de Shahin, voilà, Nadine Labaki, qui entre autres, voilà, Capharnaüm, metteur en scène libanaise. Donc Netflix, je pense qu'il n'y a pas une orientation. Il y a des films très très osés qui évoquent aussi l'histoire, qui évoquent la politique. Des films qui évoquent la situation qui était dans les années 70-80 en Amérique du Sud, la même chose en Russie. Donc je ne pense pas que c'est un choix délibéré de Netflix de faire de porter atteinte aux sociétés arabes. Pas du tout. Il y a un film qui a soulevé autant de tollé dans le monde, dans la société égyptienne, et qui a été dépeint comme un film trop occidentalisé. C'est l'immeuble Yacoubien de Aswani. Qui avait une teinture, voilà, d'après le roman d'Al-Aswani, qui avait une teinture presque française. Donc on voit l'architecture, même la société, on décrit un petit peu les paramètres et même les fractions dans la société égyptienne. Parce que le film aussi évoque un personnage homosexuel. Oui, tout à fait. Oui. Et je pense que c'est l'évocation de ce type de personnage qui est un peu choc dans le cinéma arabe, parce que c'est rarement abordé en fait. Hein. Généralement, on suggère. Youssef Chahine lui-même a suggéré plusieurs fois dans ses films ces personnages. Mais est-ce que Netflix fait ça dans une période, comme l'a expliqué Leda, géostratégique assez sensible, les relations interarabes assez difficiles? Je ne pense pas que ce soit vraiment le point. C'est après tout une production, une œuvre artistique qu'on peut apprécier comme on peut ne pas apprécier. Tout à fait. Oui, Reda. Disons que ce film, quand même, a été très bien reçu dans un pays comme la France, où la communauté arabophone qui est sur place lui a fait un bon accueil. Peut-être parce qu'elle est habituée déjà avec ce genre de thème et que c'est quelque chose qui maintenant ne la choque plus. Que ce soit en France ou en Europe, les populations dites arabophones, c'est-à-dire qui parlent arabe et qui souhaitent regarder des films comme ce film de Netflix, sont déjà préparées psychologiquement et culturellement à affronter ce genre de thème.
Ouais. Et c'est pour ça que ce film de Netflix est en tête de hit parade en France. Il y a matière à Il est en même temps en tête réfléchir. du hit parade dans le monde arabe, hein, et même Oui, en oui, Égypte. tout à fait. C'est à cause de la polémique. Oui. J'aime bien, il y a un ami qui a fait une réflexion en voyant un petit peu la bande-annonce. Il m'a dit, tiens, on dirait pas un film arabe. Je lui dis pourquoi pas. Il m'a dit parce qu'il y a une bouteille de vin sur la table et généralement les films arabes, égyptiens surtout, jamais tu verras une bouteille de vin sur la table. Pourtant, il y a dans certains films où il y a des scènes de beuverie, des scènes dans les films de Yessayil notamment. Oui, notamment. Mais bon, c'est pas aussi visible. C'est pas aussi visible, mais c'est toujours... Non, il faut dire qu'il y a une certaine hypocrisie. J'insiste sur la question. Parce que la société, il y a des choses qui sont... Quand tout le monde connaît... Le cinéma n'est pas forcément... ne va pas raconter le réel, vous le savez. Il ne va pas faire une photocopie du réel. Mais il évoque des choses qui existent. Parce que la thématique du film Ashab, il parle de l'amitié. L'Ashab, c'est le titre. L'amitié qui peut être menacée par des relations, par des secrets. Et il parle du poids, je pense, du téléphone dans la vie des gens aujourd'hui. Oui, l'impact du téléphone dans la vie des gens. Sur la vie privée, son impact sur la vie réelle, sur les relations entre époux et épouses, entre les relations avec les enfants, les choses qu'on cache. L'infidélité, l'adultère. C'est le fait que le film met les gens face à des réalités qui sont amères. Tout le monde connaît ces réalités, mais puisqu'elles ne sont pas évoquées en public, donc on laisse passer. Même si c'est évoqué dans un film de fiction, c'est de la fiction, c'est pas le réel. Et ça agace, ça gêne. Comme quoi, il y a beaucoup de vérité que... Et c'est ça l'intérêt du cinéma aussi. D'agacer aussi. Excusez-moi, j'ai introduit ce film dans un autre débat sur l'audiovisuel et surtout le feuilleton arabe. Pourquoi ? Parce que actuellement, il y a des feuilletons qui sont produits par Netflix, des feuilletons arabes qui sont produits par Netflix, dont Djinn, la série Netflix jordanienne. Donc, est-ce que vous pensez, enfin, j'exagère un peu, mais concrètement, est-ce que vous pensez que Netflix concurrence les musalsalat arabia ? Oui, évidemment. Bon, Netflix, il a un peu... il a son créneau. Il a son créneau, il a des paramètres bien définis. Je ne pense pas qu'il va dicter un peu comment on écrit des scénarios. Mais quand on voit des séries, parfois il y a d'excellentes séries sur Netflix de plusieurs pays et c'est très très varié. Ils mettent l'accent sur l'esthétique, sur la couleur, sur l'image, sur les comédiens, c'est la mise en scène. C'est réalisé sous une forme cinématographique. Oui, comme La Casa de Papel, par exemple. Je pense La Reine du Sud et beaucoup de séries. Mais il y a aussi même maintenant, dans les productions de drama, parce que maintenant on parle de drama, plus de feuilleton arabe, il y a aussi, on veut aussi copier ce que fait Netflix déjà. Tout à fait. Il y a le feuilleton, le drama Nihaya, qui est sorti en 2020. C'est réalisé par Yasser Sami, qui a vu un monde dans 100 ans comment sera le monde. C'est un feuilleton qui est sorti pendant le Ramadan et qui a fait un grand succès. Un immense succès. Il y a aussi qui parlait de la suppression d'Israël. Il parle de la suppression de tous les États, les sociétés qui viennent dans Israël. Et c'était dans 2120. Et ça fait justement une polémique là-dessus. On a fait la polémique uniquement sur ce passage. Parce qu'il part dans une carte où il n'y avait pas d'Israël, alors que la thématique est beaucoup plus large que ça. Il y a aussi un autre feuilleton qui s'appelle... J'ai beaucoup aimé le décor dans le film. Le décor, la mise en scène aussi. La mise en scène, oui. Parce que c'est très fouillé, très recherché. Très fouillé, très recherché. Et donc, ça a fait débat parce que c'est nouveau. C'est nouveau. Et donc, le drama arabe, celui qui est diffusé durant le Ramadan, même en dehors du Ramadan, parce que maintenant les saisons de télévision sont devenues plus larges, cherche de nouvelles thématiques, de nouvelles idées, cherche à faire aussi un peu de cinéma, en cinéma de la télévision, même dans le choix des lumières, des comédiens. Il y a par exemple le feuilleton L'Ikhtiyar 1 et 2. Ah oui, oui. Les films égyptiens. Le choix, c'est un feuilleton politique, parce qu'il parle de la lutte contre le terrorisme, etc. Plus que politique. Oui. Il a été attaqué des deux camps, d'ailleurs. Des deux camps, bien que le feuilleton ose aussi beaucoup de choses, ose à montrer certaines choses. Produit par Synergie. Absolument, Synergie. Ouais. Il y a aussi, j'ai vu aussi un autre feuilleton dans le cinéma, c'est un feuilleton libanais qui s'appelle Dour al-Umr, comme une fille qui s'appelle Shams Matar. Regardez le nom, qui se voit projeté avec un autre personnage, et ça critique effectivement la classe politique libanaise. Parce que maintenant, le drama libanais est en train de revenir en force ces dernières années.
Grâce aux Syriens. Non, même le drame, même grâce au Libanais. C'est vrai que la situation est difficile économiquement. Ils ne font pas beaucoup de feuilletons, mais ils font de bons feuilletons. De bons feuilletons qui sont bien. Produisent entre 5 et 7 feuilletons par an. Durant le ramadan. Généralement, on évite de faire beaucoup d'épisodes. Tout à fait. Généralement, la tendance maintenant, c'est 12, 20, maximum 20. Mais l'histoire est bien concentrée. Généralement, ça démarre du réel. Ça démarre du réel. Ça veut dire qu'on a compris que Netflix, à mon avis, il a élevé la barre. Il a poussé les producteurs, les réalisateurs, les créateurs dans la région arabe à améliorer tant le contenu format, images. Mais Netflix, il ne faut pas oublier, il est venu pendant les 5 il est venu bousculer un petit peu le champ du visuel arabe il y a 4-5 ans. Hein. Oui. Avant, il était beaucoup plus en Occident, il n'était pas trop visible dans le monde arabe. Il était même considéré comme offshore. Donc, oui, parce que l'audience, il a vu que l'audience est devenue importante aussi dans son marché de presque 400 millions de personnes. C'est pas tout le monde qui va voir Netflix, mais c'est quand même un monde assez important. Et ça permet d'avoir une autre idée sur le monde arabe aussi. Laissez-moi vous montrer un extrait d'un feuilleton arabe qui a eu beaucoup de succès dans les années 90 et qui rappelle la force de frappe, le soft power égyptien à l'époque, qui était Al-Musalsal Al-Masri. Regardez. Voilà, c'était un extrait d'un feuilleton. Bon, je sais que tu as deviné, Faisal, mais je ne sais pas si Reda connaît le feuilleton. Non, honnêtement, non. Rafet El-Hadjan. Rafet El-Hadjan était un feuilleton, je pense que c'est le premier feuilleton d'espionnage arabe qui parlait de Rafet El-Hadjan, un Égyptien qui a vécu plus de 20 ans en Israël et qui, dans l'histoire, a été adapté à l'écran, au petit écran, et qui a remporté un grand succès en plein, juste après, justement, les accords de Camp David et l'accord de paix entre Israël et l'Égypte. Oui, absolument. Pourquoi, juste pour expliquer pourquoi j'ai cité ce feuilleton, parce qu'à l'époque, tous les feuilletons égyptiens, c'est des feuilletons romantiques qui parlent de mélodrame, etc. Mais ce feuilleton précisément, il a remporté un succès aussi bien politique que social. Oui, et la musique signée par Ammar Shri'i est devenue une célébrité dans le monde arabe, parce que le feuilleton est sorti en 1987, je pense, à la fin des années 80. C'est vrai qu'à l'époque, le feuilleton égyptien, ce qu'on appelait en Algérie le feuilleton de 19h, parce que la télévision algérienne diffusait à 19h, même dans les autres pays arabes, c'était le drame social surtout, drame familial, mélodrame, etc. C'était vraiment un feuilleton qui est sorti du lot. Et il a été diffusé, je pense, en 3 parties. Il y avait une 60aine d'épisodes durant le ramadan. Et c'était effectivement un immense succès, d'abord parce que ça montrait une histoire qui était peu connue. C'est l'histoire de Jamal Sleiman, qui est un espion égyptien à l'intérieur d'Israël. On pensait toujours qu'Israël espionnait les pays arabes, ce qui est une réalité, mais qu'un arabe va espionner, c'était, il me semble, dans les années 60, parce que c'était avant la guerre d'octobre. Avant la guerre d'octobre. Et donc c'était tellement bien écrit par Salah Morsi, qui a écrit le feuilleton, et ça a permis de découvrir effectivement ce personnage. C'est un dossier des services secrets égyptiens, je pense. Mukhabarat. Et c'est pour ça que le feuilleton est sorti du lot, raconte une histoire réelle, et ça montre aussi une histoire d'un héros national, parce que les pays ont besoin parfois d'un héros national. Pour l'anecdote, j'avais lu un article, on disait, à l'époque, ils avaient appelé à exclure l'Égypte de la Ligue arabe, etc., à cause de l'accord avec Israël. Oui. Et ce feuilleton a démontré que les Égyptiens, dans tout leur ensemble, et même le Mukhabarat, c'est-à-dire les services secrets égyptiens, étaient contre l'accord de paix. Et ils étaient ils considéraient toujours Israël comme leur ennemi. Oui, absolument. Ce feuilleton-ci, il est sorti maintenant, il n'aurait pas eu le même écho. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de normalisation avec Israël, les relations avec Israël ont changé, les rapports avec... ne sont pas du tout ceux des années 80, des années 90. Mais il y a aussi beaucoup de feuilletons, même sur Netflix actuellement, qui racontent l'histoire d'espions. Oui, il y a Spy, justement. Il y a aussi des séries israéliennes qui racontent l'histoire d'espions qui sont dans le monde arabe. Le monde d'espionnage a toujours inspiré les cinéastes. Et toujours eu du grand succès. Et ça a toujours un grand succès parce que c'est un monde de... fermé. Secret, tout ce qui est secret peu connu intéresse le public. Voilà, surtout lorsque l'histoire est bâtie sur des faits réels. Alors, Reda, est-ce que tu penses justement que le feuilleton égyptien a contribué énormément à l'émergence justement
d'une société arabe parfaite ou a influencé la société arabe, notamment maghrébine. Aujourd'hui, beaucoup d'Algériens parlent bien l'arabe égyptien parce qu'ils avaient regardé des feuilletons égyptiens. Alors, parler bien l'arabe égyptien, je ne le pense pas nécessairement, mais au moins ils le comprennent. Mais ça a été, pour certains experts et surtout critiques, disant que le feuilleton a été une colonisation culturelle. Colonisation culturelle, les gens n'étaient pas obligés de regarder ces films et ces feuilletons. Ils avaient du succès, de toute façon. À partir de 19h, c'était comme la messe. Oui, effectivement, ça avait du... Surtout pour les femmes au foyer. Oui, surtout pour les femmes, quoique certaines vaquaient à leurs affaires, mais c'est le côté un peu accessible et familier de ces feuilletons égyptiens qui venaient en quelque sorte meubler les temps morts dans les foyers, aussi bien algériens, marocains que tunisiens. Et en plus de ça, ça relatait les problèmes du menu peuple. Et à l'époque, l'Égypte, et elle est toujours, c'était une puissance culturelle, cinématographique. Et culturelle également, et elle était aussi auréolée du prestige du panarabisme. Est-ce qu'on peut considérer justement que le feuilleton égyptien était un soft power? Ah oui, à l'époque. Oui, c'est incontestable. Il est toujours. Oui, il est toujours. Ça l'est toujours. Il est plus seul, de toute façon. Oui, ils sont seuls, mais ils ne sont pas seuls, c'est vrai. Oui, mais quand même, l'Égypte continue à être perçue aussi bien au Machrek qu'au Maghreb comme une puissance cinématographique. Et c'est aussi c'est une référence pour le commun du citoyen arabe. Quand il veut, par exemple, se changer les idées, écouter une musique, voir un film qui relate, par exemple, les péripéties de Abdelhalim Hafez ou bien d'autres grands cinéastes arabes, il aime bien regarder le film égyptien. Maintenant, les Égyptiens sont, il faut le dire, depuis au moins maintenant 10 ans, avec l'apparition des plateformes comme Shahd dans la région arabe, MBC, IRT aussi. IRT, CBS en Égypte aussi, LBC en Liban, et d'autres chaînes, notamment dans le cinéma, absolument, MBC drama, Pipe, MBC etc. Drama, etc. Et ils sont bousculés d'abord à un moment donné, il y a eu un retrait du drama libanais, mais qui revient en force, comme je l'avais souligné, et aussi le drama syrien. Raïd Medjoul, par exemple, le dernier feuilleton syrien a eu un immense succès. La même chose pour le drama turc, parce que on parlera peut-être plus tard. Le drama turc aussi, il fait partie du soft power turc. Il y a eu même une guerre, par exemple, par rapport à l'histoire de l'Empire ottoman dans la région arabe. Mousselsel Qiyamat Ertugrul, qui raconte un peu presque la naissance de l'Empire ottoman. Les Émiratis ont produit Melk Nar. Melk Nar pour contrecarrer. Donc vous voyez que les feuilletons aussi, les dramas servent aussi des luttes idéologiques et géostratégiques. Mais il reste que les Égyptiens maintenant ils ont changé de l'angle. Dans les derniers feuilletons, en 2020 c'est un feuilleton libanais. Maintenant s'intéresse plus à la famille, aux femmes. Aux relations femmes-hommes, à la société. Il y a un feuilleton qui évoque par exemple l'assassinat d'un psychiatre par des femmes parce qu'il les a utilisées. Donc ce n'est plus les histoires anciennes. Parce que généralement les feuilletons des années 70, 80... C'était le romantisme. Soit le romantisme, les feuilletons à l'eau de rose, soit le monde de rêve, soit aussi la campagne égyptienne, les histoires d'héritage. Le choc entre les riches et les pauvres. Le choc aussi des classes sociales. Maintenant, c'est des feuilletons beaucoup plus pensés, beaucoup plus réfléchis, orientés sur des problèmes. Il y a beaucoup de dramas psychologiques dans le... Tout à fait. Ashab al-A'az, on peut le mettre dans le drama psychologique. Parce que ça dépeint les personnages, comment leur situation psychologique change. Donc ce drama, au-delà des luttes d'influence, parce qu'il y a des luttes d'influence, il y a aussi une quête pour évoquer les problèmes sociaux.
tant en Égypte, parce que parfois les problèmes qui sont en Égypte ressemblent aux problèmes en Algérie, au Maroc, en Tunisie. C'est une même société orientale qui sont un peu en but à ce qu'on appelle la confrontation par rapport à la modernité, etc. Mais donc il y a une véritable recherche sur les thématiques, une recherche sur le fond des histoires racontées, au-delà de la forme. Bien sûr qu'il y a des feuilletons qui sont complètement ratés, qui sont montrés durant le Ramadan, parce que ça aborde des thématiques superficielles. Et je voulais dire aussi, souligner que le drama qui est né en Corée à l'origine, qui est devenu plus célèbre parce que maintenant on prépare drama, parce que généralement c'est des short stories, c'est des petites histoires. Et en Tunisie aussi, il est en train de produire des bons feuilletons, comme Bled Moufida par exemple, qui a raconté une histoire en plusieurs c'est des bons feuilletons, mais ils sont diffusés. Ils ont du succès qu'en Tunisie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le succès arabe comme les feuilletons syriens ou les feuilletons égyptiens. Oui, parce que aussi les choix des ils ont du succès en Algérie. C'est un peu succès maghrébin. Parce qu'il y a aussi les choix des diffuseurs qui comme Machahar a eu du succès chez nous et du succès en Tunisie. Réalisé par un Turc. Par un Turc et interprété par des comédiens algériens. Algériens et tunisiens, Mohamed Khouja. Et peut-être c'est une formule qui est intéressante, c'est-à-dire la coproduction Algérie-Tunisie ou Algérie-Égypte, Irak, etc. On ne connaît rien sur le drama irakien parce qu'on connaît un peu la situation de ce pays. Ils n'ont pas bon cinéma malgré tout. Ils ont un bon cinéma, mais ils n'ont pas de production audiovisuelle. De grande production audiovisuelle, des coproductions avec des diffuseurs, parce qu'il y a parfois des diffuseurs qui imposent aussi leurs règles, pour le dire. On en parlera peut-être plus tard, mais les diffuseurs par rapport à la langue utilisée, bien que maintenant il y a d'autres techniques. Par exemple, le syro-libanais est devenu dominant dans le monde arabe grâce au drama turc. Et pas seulement. Et parfois, oui, pas seulement. Et parfois, c'est les Turcs eux-mêmes qui assurent le doublage. Avant les Libanais et les Syriens doublaient les dessins animés seulement. Oui. Après, ils sont passés vers le... Mais les dessins animés, c'était en arabe classique. Oui, mais c'était eux qui doublaient. Oui, surtout à Beyrouth. Oui. Alors, moi, je voudrais, on va un petit peu accéder à un autre standing, comme on dit. Avant le Netflix, il y avait des feuilletons qui venaient de très loin envahir le paysage audiovisuel maghrébin, bien sûr algérien. C'était le feuilleton brésilien et mexicain. Oui, les telenovelas. Les telenovelas, et tu te souviens de cette époque? Oui, mexicain, argentin, brésilien. Surtout mexicain et brésilien. Les telenovelas aussi. Alors, disons, les telenovelas, il y avait deux époques. Il y avait une époque, les années 80, où on ramenait des telenovelas en version française, comme Isaura, etc. Et Marina. Après, il y a eu les telenovelas version doublage syro-libanais ou au Maroc aussi. Syro-libanais, c'était Cassandra, Guadeloupe, etc. On regarde un extrait, on revient au débat, justement. بسمة الأيام شفاها وعيونا نعمة الأحلام جنونا لترسمي أسرارك نجمة Voilà, c'était un extrait justement d'un feuilleton mexicain qui a eu un grand succès à l'époque. Justement, la télévision algérienne diffusait énormément de ce genre de feuilleton, mais le temps de diffusion n'était pas 19h. Il était toujours réservé aux Égyptiens, c'était après 13h. Oui, après 13h. Alors, il y a un découpage audiovisuel entre les Mexicains, les Brésiliens et les Égyptiens. Maintenant, c'est un autre paysage, un découpage qui est instauré à la télévision algérienne, notamment parce qu'elle a un programme bien établi. Par exemple, entre 18h et 20h, il y a le feuilleton syrien
et on a supprimé les feuilletons égyptiens. Oui. Et entre 13h et 14h, c'est les feuilletons coréens ou les feuilletons turcs. Oui, d'ailleurs, les Coréens, il faut souligner, et même les Chinois, ils sont en train de venir en force Oui, tout à fait. dans le feuilleton et les dramas. Et il y a les feuilletons hindous. Hein, Hindou, c'est vrai. Les feuilletons... Qui sont doublés en arabe. En arabe, même les Chinois se mettent eux-mêmes à doubler. Et parfois, ils sollicitent des services dans la région arabe parce qu'ils ont compris qu'il y a aussi effectivement du soft power derrière ces histoires. Et les telenovelas, c'est généralement de longues feuilletons de... 300 épisodes, 300, 400, comme les feuilletons américains aussi. Ils ne dépassent pas, les feuilletons américains ne dépassaient pas les 200 épisodes par saison. Il y a comme les Feux de l'amour, le célèbre feuilleton des années. qui n'en finit pas. Les telenovelas, ils sont nés dans les années 50. Donc c'est un peu plus ancien que les dramas asiatiques. Hein, tout à fait, oui. Et généralement, ils ont un horaire défini, c'est généralement l'après-midi, c'est en cours de la semaine. Donc bien avant les séries qui sont maintenant sur Netflix, etc. Et c'est devenu à un moment donné un véritable marqueur sociologique. Hein, tout à fait, oui. Généralement, c'est des romances, des histoires d'amour qui ne sont jamais abouties, c'est des séparations, c'est beaucoup de mélodrames, etc. C'est rare. Il y a aussi des telenovelas historiques, notamment sur l'histoire de la Révolution mexicaine, mais qui n'ont pas eu de grand succès comme les autres, comme ceux qui sont qui racontent des histoires, des amours interdits ou des amours qui n'aboutissent jamais, notamment. Mais Isaura, il a eu un succès parce que ça parlait de l'esclavagisme un petit peu. L'esclavagisme, comme d'abord le Roots, Racine, oui. Racine, la série américaine qui a parlé de l'histoire de l'esclavagisme, parce que l'Amérique, tout le monde sait qu'elle a une histoire, disons, une mémoire traumatisée d'après le roman de Alex Haley. Alex Haley sur l'histoire de Kunta Kinte. Kunta Kinte qui a eu un immense succès aussi. Tout à fait, dans les années 80, oui. Elle a été aussi diffusée par la télévision algérienne pour dire que les feuilletons aussi marquent les histoires des nations. Oui. Racontent des histoires des nations et rappellent aussi des faits oubliés. Mais vous aurez remarqué, dans la région arabe, les feuilletons historiques n'ont plus le même poids. Parce que les producteurs, par exemple, Zir Salem ou Sakhar Quraish ou Omar, c'est des feuilletons qui racontaient l'histoire des compagnons du prophète dans l'islam, des premières années de l'islam. Maintenant, soit ils n'ont plus d'audience, soit les producteurs ne s'intéressent plus. Ils s'intéressent plus, oui. Tout à fait. Les costumes, les décors, etc. Ça coûte cher. Bien que ces feuilletons historiques ont toujours eu du succès. Parce que ça parle des faits qui ont eu lieu, et l'histoire de Omar, qui a été réalisé par Ali. C'est le feuilleton... Hatem Ali. Qui est mort, le metteur en scène syrien, qui a eu un immense succès dans la région arabe. Parce qu'il a qui voulait faire un petit peu un remake de film Risala de Mustafa Al-Aqad, qui est un Syrien aussi. Oui, mais qui est de Halab, donc dans la même région que son père. Halab, la ville qui a été en grande partie détruite, c'est l'une des plus anciennes villes de l'histoire de l'humanité. Et la Syrie reste aussi un grand producteur de feuilletons. Plus de 35 feuilletons par an. Par an, malgré la guerre. Oui, parce qu'au Festival d'Oran, vous y étiez, Salim, on a rencontré des metteurs en scène syriens, ils nous ont raconté comment ils filmaient. Lorsque les bombardements cessent dans une région, ils se déplacent avec leur caméra, parfois il y a des blessés. Tu te souviens, il y avait deux grands réalisateurs syriens, l'un était dans l'opposition et l'autre proche du pouvoir. Mais malgré tout, ils continuaient à travailler. Oui, mais ils ne se parlaient pas. Ils continuaient à travailler. Et critiquer ils travaillaient ensemble. Ils travaillaient ensemble et ils racontaient aussi, parce que, par exemple, Bassel El-Khatib, il a raconté l'histoire de la série contemporaine, Nejdet Anzour et les autres. Justement, Nejdet Anzour était là quand il a vu le film de Bassel El-Khatib. Tu te souviens? Oui. Sur Daesh et tout ça. Et Nejdet Anzour, il a fait le film Fania, je pense sur Daesh, l'histoire de Daesh, je pense que ça a été mal raconté, mais ça racontait aussi c'est de grands techniciens, c'est des grands techniciens. De la télé, comme Hatem Ali aussi. Oui, comme Hatem Ali, oui. Un grand monsieur de feuilleton qui a marqué aussi l'histoire du drama arabe, pour dire qu'il y a aussi une production artistique dans des pays en difficulté comme la Syrie. Alors, moi, je me tourne un petit peu vers Reda et parler un petit peu de géopolitique. L'Algérie a été avec les pays du Maghreb, la Tunisie et le Maroc, le seul consommateur de feuilletons arabes et de feuilletons venus d'autres horizons, que ce soit les feuilletons américains en langue française ou les feuilletons d'Amérique latine en langue française et en langue arabe. Est-ce que c'est pas trop pour le consommateur algérien qui a plus vu de la production internationale que de la production locale?
Ah oui, de toutes les façons, le Il consommateur... a vu de toutes les couleurs. Oui, il a vu de toutes les couleurs. Il a toujours déploré le fait qu'il n'y ait pas plus de films algériens qui soient visibles aussi bien à la télé que dans les salles de cinéma. C'est pas nouveau, ça. Hein. Et donc, ces récriminations, ces jérémiades même, sont toujours là. Mais il ne boude pas son plaisir lorsqu'il a affaire à de bons films syriens, libanais ou égyptiens. Ils sont contentes. Ils sont contentes, mais ils restent ouverts vers d'autres horizons, comme notamment avec d'autres feuilletons, comme tu l'avais évoqué tout à l'heure. Au cours des années 80, on a Isora, on a Marina. C'était des feuilletons qui ont fait chavirer pas mal de cœurs, hein, et pas mal surtout pas mal de femmes, parce que ça leur permettait un peu de s'évader de leur environnement quotidien. Bon, quoique le style de ces films-là était différent d'une autre grande série qui est une des toutes premières grandes séries en provenance des États-Unis qui avait marqué les Algériens, c'était la série Dallas. Ouais, justement, j'allais en parler. La série Dallas, donc c'est un feuilleton qui a été offert par le gouvernement américain suite à la médiation réussie du gouvernement algérien dans l'affaire des otages à Téhéran. Ouais. Donc, c'était aux années 82, je me sens. Non, 81. En 1980. 1980. Ouais. Voilà, en 1980. Donc, ça a été offert gracieusement par le gouvernement américain. Et à l'époque, il y a même des sondages qui avaient été faits et on en parlait même dans certains ouvrages de géographie qui étaient destinés à des écoliers, notamment en France, au milieu des années 80, où on avait étudié ce phénomène social de Dallas qui a eu beaucoup de répercussions dans deux pays, à savoir l'Inde et l'Algérie. Alors, juste pour ajouter à ce que tu as dit, est-ce que vous savez, par exemple, que la série Dallas, l'Algérie a été le premier pays francophone à recevoir le feuilleton Dallas. Et à l'époque, TF1, qui était le diffuseur officiel de la série Dallas, avait protesté, disant qu'ils n'ont pas été privilégiés dans la diffusion de ce feuilleton à succès et que beaucoup d'Algériens et même de Franco-Algériens le regardaient à travers des cassettes à l'époque parce que Dallas était diffusé en Algérie. Et pour l'anecdote aussi, la série Dallas était interdite dans tous les pays de l'Est parce que c'était le symbole du capitalisme américain pur. Oui. Parce que Dallas, c'est une ville pétrolière du Texas. Pétrolière, mais surtout, ça montre le capitalisme. Le capitalisme, absolument. Oui, mais ça, il y avait, on se souvient, à Boumerdas, à l'époque, il y avait beaucoup de Russes qui habitaient la région de Boumerdas et même de Tizi Ouzou et regardaient Dallas et racontaient à leurs collègues quand ils partaient en Russie, voilà, on a vu Dallas, tu as de la chance d'avoir regardé Dallas parce qu'il était interdit en Russie. Parce que le feuilleton raconte aussi, c'est un feuilleton qui raconte... À l'époque, il n'y avait pas de satellite. L'histoire d'une famille. Oui, tout à fait. Capitaliste. C'est d'abord un drame familial, les relations entre les frères et les sœurs, une famille très riche, on pourrait dire white Christian, c'est des blancs chrétiens, parce que le Texas c'est un État très conservateur, comme tout le monde le sait. Très conservateur et très sudiste. Et ce n'est pas par hasard que le gouvernement américain a choisi de Dallas, parce que c'est aussi des valeurs. Les séries, les feuilletons de ce genre portent certaines valeurs, d'où son interdiction dans le bloc de l'Est. Parce qu'il y a des valeurs qu'on peut véhiculer, on dirait que c'est de bonne guerre. Parce que les Américains, ils sont un peu assez malins, parce que en combattant l'Iran à l'époque idéologiquement, ils ont offert ce feuilleton qui montre un petit peu la puissance économique américaine aux Algériens. Aux Algériens, et montrer qu'on peut vivre très bien, de très belles maisons, des belles voitures, parce que c'est pas par hasard aussi qu'il y a comme des feuilletons turcs, hein, on voit toujours des bons décors, c'est rarement il est rare de voir dans un feuilleton turc, par exemple, une famille très 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 pauvre. On voit des familles médianes ou des familles plus ou moins urbaines qui vivent dans des maisons plus ou moins correctes. Donc c'est aussi ces images qui sont véhiculées par les feuilletons. Parfois, nous, on les reprend dans les feuilletons algériens, comme on l'a vu sur le Ramadan
dernier, en les copiant, en pensant que c'est aussi ça la société. Les feuilletons, c'est vrai qu'ils, comme l'a dit Reda, permettent de rêver, de penser à une autre vie, de romance, etc. Mais aussi, ils permettent aussi de raconter ce qui se passe, mais d'une manière qui est bien étudiée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas inventer des choses qui n'existent pas, et ensuite, il ne faut pas trop coller au réel. C'est un choix à faire sur le plan artistique et esthétique. Alors, il y a une influence. Le Dallas a eu une influence extraordinaire sur l'audiovisuel et le cinéma algérien. Oui. Juste pour l'anecdote, je me souviens avoir discuté à l'époque avec Jamal Fezzaz, qui nous a dit, quand il a fait ses feuilletons à succès à l'époque, il avait dit, je me suis inspiré de Dallas pour montrer un petit peu la guerre ou la querelle entre les riches et les pauvres dans la société algérienne. Derrière l'autre série qui s'appelle Le Riche et le Pauvre. Le Riche et le Pauvre, oui, avec Peter Strauss et Nick Nolte à l'époque. Donc, qui a eu un gros succès. Parce que la lutte des classes. La lutte des classes est très importante. Et même Mahmoud Zemmouri, il avait fait un film de Hollywood où il a parlé justement de l'influence des séries américaines, justement, dans la société algérienne. Il a montré Kojak, Colombo, JR, des séries policières, oui. Voilà, exactement, oui. Mais il faut savoir aussi que ce feuilleton Dallas pouvait transmettre des valeurs dans lesquelles la société algérienne se reconnaissait. Pourquoi? Parce que Dallas, d'abord, c'est le pétrole. L'Algérie est un pays producteur de pétrole et de gaz. Tu penses que ça a été réfléchi ainsi? Ah oui, tout à fait. À cause cet environnement. Il y a le pétrole, il y a le désert. Oui. Il y a aussi la présence des cowboys, des westerns. Oui. Donc il y a tout un environnement dans lequel inconsciemment l'Algérien peut éventuellement se reconnaître. Parce que dans Dallas, ça parlait toujours des rivalités. Et au-delà de l'argent, c'est l'argent du pétrole. Et l'influence aussi. Voilà, c'est l'argent du pétrole. Et c'est quelque chose qui, inconsciemment, avait interpellé les Algériens qui pouvaient, dans une certaine mesure, s'y reconnaître. En plus de la grande famille élargie de la famille Ewing. La famille Ewing, c'était la grande famille élargie dans laquelle les Algériens des années 80 pouvaient pleinement s'y reconnaître. Les Algériens aussi étaient influencés par La Petite Maison dans la Prairie, qui est une série aussi très familiale. Oui. Qui était considérée comme une série assez raciste par la critique américaine. Et un peu chrétienne aussi. Un peu très conservatrice. L'église est au centre du village. Parce qu'il n'y avait pas de noirs dans le film, dans la série. C'est la vieille Amérique, quand même. La vieille Amérique. Pas américaine, l'Amérique profonde. L'Amérique du Sud. Les États du Sud. D'ailleurs, j'étais étonné par les nombreuses critiques qui ont été faites sur la série qui est sortie récemment. Oui, parce que quand on voit la série, c'est toujours une belle histoire. La famille, le père qui rassemble sa famille, ses filles, etc. Mais quand on voit le générique, parce que nos amis qui nous suivent doivent sûrement faire attention au générique, parce qu'il y a tout un travail sur le générique actuellement, l'Église, elle est toujours montrée. Et ce n'est pas par hasard, parce qu'il y a des valeurs chrétiennes, y compris dans Dallas aussi, parce que c'est aussi des familles conservatrices, c'est un peu des valeurs républicaines. Donc tout ça passe à travers les séries, à travers les dialogues. Et le téléspectateur algérien, je pense qu'il a eu la chance de voir des séries de plusieurs horizons. On n'a pas subi uniquement, parce qu'on subit aussi d'une certaine manière des feuilletons ou des séries américaines qui sont maintenant beaucoup moins importantes, vu qu'il y a une production très importante ailleurs. Il a vu des telenovelas mexicains, brésiliens, maintenant des coréens, il voit des feuilletons égyptiens, syriens, libanais. Et cette variété, cette diversité permet aux téléspectateurs algériens d'avoir une vue d'ensemble. En attendant qu'il y ait bien sûr des feuilletons en Afrique, il y a de grosses productions, mais qui passent en Nigeria surtout, en Amérique du Sud, en Namibie, au Kenya, qui malheureusement n'arrivent pas parce qu'il y a un effort de doublage à faire. Je pense que dans le futur, l'Algérie pourrait faire un effort pour faire des doublages. Parce qu'on a aussi, on voudrait voir un peu des valeurs africaines, voir ce qui se passe dans les sociétés africaines de nos jours, à travers les feuilletons, à travers les séries. Oui, merci Faisal. On a fait le tour justement du monde, un petit peu sur les feuilletons, les séries, et aujourd'hui on revient au départ de notre débat, c'est-à-dire que Netflix regroupe tout le monde. Oui. Aussi bien les Arabes, l'Amérique latine, même les Russes, elle les regroupe dans des nouvelles séries et des films d'action de très très haute qualité. Aujourd'hui, Netflix est un portail ouvert sur la planète. Il y a aussi Prime Video aussi. Il y a aussi toutes les plateformes VOD. Et les plateformes de Disney aussi. Bon, je pense que Netflix est plus démocratique par rapport
à Disney qui a fait des choix de certains films. Effectivement, quand on voit les dernières productions, personnellement j'en ai vu ces derniers temps, on a aussi des films qui viennent de l'Irlande, des films qui viennent de la région arabe, des films qui viennent de l'Asie. Donc ça a démocratisé, ça permet aussi d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe sur le plan cinéma et sur le plan feuilleton et série. Merci Faisal sur ces précisions. Je vous rappelle aussi, pour l'anecdote, on va en parler dans une autre émission, Inch'Allah, c'est que Disney Plus va s'installer en Algérie. Ah, c'est une bonne nouvelle. Ils vont s'installer dans plus d'une quarantaine de pays, dans l'Algérie. Je ne sais pas comment ils vont le faire, mais ils vont le faire. Merci Reda pour tes éclaircissements géopolitiques et pour sa clairvoyance audiovisuelle de Faisal. Je vous donne rendez-vous. Cette émission est à présent terminée. On a bien parlé des souvenirs de Dallas et de Cassandra et de Guadeloupe. Ce soir, on va retourner au football et je vous laisse avec notre ami Omar Ahtab pour décrypter justement l'actualité de la CAN juste après la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec toujours des actualités et des sujets passionnants sur l'audiovisuel et les médias. Bonsoir.